mois de juillet est bien entamé, mais je pense qu'il est temps de vous présenter les lectures que j'ai faites en juin. J'ai pas tellement lu pendant ce mois de juin. En tout cas, tous les livres que j'ai lus, j'ai mis quand même un petit peu de temps à les lire. Pas qu'ils étaient spécialement compliqués, mais je crois que j'avais besoin de prendre mon temps ce mois-ci. Du coup, je n'ai que 4 petits livres à vous présenter. J'ai cependant fait de très chouettes lectures en ce mois de juin. 3 gros coups de cœur que j'ai très hâte de vous présenter. Un troisième livre que j'ai un petit peu moins apprécié, mais je vous expliquerai pourquoi dans cette vidéo. La toute première lecture que j'ai faite ce mois-ci, je l'ai pas sous la main parce que je l'ai prêté et c'est souvent le cas avec les romans de cet auteur. En général, ils finissent dans les mains d'une de mes amies, c'est systématique. Et c'est le dernier né de Franck Thillier, soit Rêver. Comme vous le savez, je suis un petit peu groupie de cet auteur. Le fait est que chacun de ses livres me plaît toujours, que chacune de ses histoires m'embarque systématiquement et qu'il a beau écrire n'importe quoi et n'importe quel style, je plonge systématiquement dedans. Celui-ci n'a pas fait exception puisque j'ai vraiment adoré ma lecture et je pense qu'elle peut vraiment plaire à un très large panel de personnes. À mon sens, c'est l'un des thrillers psychologiques les plus abordables qu'a fait l'auteur. Il n'y a pas de scène gore et il n'y a pas de scène spécialement insoutenable comme on a un petit peu l'habitude d'en trouver dans certains de ses livres, peut-être les plus anciens d'ailleurs. Et honnêtement, l'histoire est quand même assez abordable. Ce qui est chouette aussi, c'est que c'est le genre d'histoire sans suite, c'est un roman unique, vous n'avez pas besoin de connaître le passé des personnages, vous n'avez pas un futur des personnages à peut-être connaître à la fin du livre. Vous avez une histoire de A à Z et ça c'est plutôt chouette si vous n'avez pas envie de vous engager dans une saga, de découvrir un genre et un auteur, là vraiment vous avez tout ce qu'il faut d'en rêver. Et comme je le disais, c'est pour moi, grâce à ce côté assez abordable au niveau des scènes qui sont pas du tout traumatisantes, c'est un super bon livre pour découvrir les thrillers psychologiques parce qu'il y a toutes les petites clés de ces thrillers qui sont plongées dans ce livre là, tout en restant très fluide, tout en restant très abordable, tout en restant vraiment prenant et intéressant, et je pense que ça peut pousser pas mal de gens à s'intéresser à ce genre et ça me fait toujours plaisir puisque les thrillers, je sais que sur Booktube c'est pas forcément le style le plus représenté sur cette plateforme, mais moi je l'adore et j'aimerais tellement que tout le monde l'aime aussi. Pour vous faire un bref résumé de Rêver, en tout cas quelques mots qui pourraient éventuellement vous donner envie de vous plonger dans l'histoire. Vous avez affaire à un personnage principal, un personnage féminin qui est atteinte de narcolepsie, donc c'est-à-dire qu'elle va s'endormir de façon assez incontrôlable à tout moment de la journée, ça la prend comme ça, elle a besoin de dormir, elle dort et c'est irrépressible, c'est comme ça. Évidemment il va se passer quelque chose dans ce récit-là que j'ai pas du tout envie de vous présenter parce que je pense que c'est mieux de se laisser surprendre totalement, sachant que la narcolepsie on vous en parle dès le début, donc là je ne vous spoil rien du tout, l'auteur le présente tout de suite dans le parcours du personnage et donc il va se passer quelque chose que je ne vous dirai pas et vous vous doutez bien que la narcolepsie de ce personnage va avoir un petit rôle à jouer dans toute l'histoire évidemment. En tout cas je vous recommande de foncer là-dedans les yeux fermés sans vous intéresser plus que ça au résumé. Après j'aurais tendance à vous dire ça avec tous les bouquins de cet auteur parce que je l'aime. Ce qui était vraiment très chouette avec ce livre là, en plus de l'histoire qui m'a quand même vachement plu, c'est ce côté très interactif qu'a su mettre en place Franck Thillier. Tout le temps du livre, même si c'est un petit peu le cas dans tous les thrillers, on essaye de savoir ce qui va se passer, quel va être le dénouement, qui a pu être la cause de tel ou tel problème. Ici dans ce roman là, Franck Thillier a poussé le jeu un petit peu plus loin parce que vous avez vraiment l'impression tout au long de la lecture d'être dans un vrai jeu de pistes, que l'auteur vous sème vraiment des indices et que c'est à vous de les attraper, de savoir les interpréter, de savoir connaître quelles vont être les clés de l'histoire, de vraiment participer à résoudre ce puzzle que vous présente l'auteur tout au long du livre et les personnages évidemment, tout ce qu'ils vivent. Vous êtes vraiment impliqué dedans, en tout cas moi j'ai vraiment ressenti ce côté là où j'avais envie de savoir ce qu'allait se passer et j'arrêtais pas de retourner en arrière dans le livre pour savoir si j'avais pas loupé quelque chose, voir si j'avais pas manqué une petite information, de quelle façon je pouvais recouper certaines informations, certains indices qu'on m'avait donné précédemment, donc ça c'est vraiment très cool. Le fait que le personnage principal soit aussi narcoleptique, là encore ça joue vraiment un rôle dans la construction du récit et dans cette chasse aux indices parce que l'auteur s'amuse à faire un espèce de jeu de passé-présent qui forcément vous entraîne dans la lecture, vous force à vous creuser les méninges en permanence parce qu'on vous glisse des indices d'avant, d'après, de maintenant, de tout un imbroglio chronologique qui fait que vous êtes dedans et en fait vous êtes obligé de suivre l'histoire pour vous accrocher. Pour ceux qui l'auraient lu, L'Anneau de Mobius, toujours de Franck Thillier, est un peu construit sur le même principe avec ce côté passé-présent qui est très cool. Et justement, malgré cette construction de roman un petit peu tordue, puisque c'est quand même des sauts dans le passé et le présent et qu'il faut toujours s'accrocher et essayer de savoir à quel moment on en est, et comment ces éléments en décalé qu'on vous présente coïncident les uns avec les autres et gardent une certaine logique. L'auteur sait garder un style qui est très fluide, très simple et en même temps hyper dynamique, qui fait que la lecture, je l'ai jamais trouvé complexe, je l'ai jamais trouvé impossible, et même si je posais mon bouquin, bon j'avoue je l'ai lu très vite, mais même si je posais mon bouquin quelques heures, j'avais aucun problème à me remettre tout de suite dans l'histoire, parce que cette imbrication du passé dans le présent et inversement est tellement bien construite et le style est tellement fluide que vous avez pas trop de mal à vous remettre
mettre dedans. Maintenant, cet effet décousu qui est volontairement intégré dans l'histoire, qui est volontairement donné au style de l'histoire, peut déranger certains lecteurs et ça je le comprends totalement. Maintenant, faut savoir que il faut s'adapter à ce style très vite dans le roman parce qu'en fait si vous n'accrochez pas à ça tout de suite, je pense que vous aurez du mal à accrocher au récit parce que tout le cœur de ce roman là c'est cette dualité entre passé, présent et toute la personnalité du personnage principal et sa maladie. Donc c'est vrai que si on a du mal à se faire à ça, on aura du mal à apprécier le récit, donc je préfère mettre en garde les personnes qui seraient un petit peu gênées par ce type de construction, qui n'auraient peut-être pas accroché à d'autres romans de ce genre. Voilà, sachez que la lecture peut éventuellement être difficile si c'est quelque chose qui vous plaît pas spécialement ou si vous avez du mal à vous y faire dès le début. Voilà, c'est une petite mise en garde. Maintenant, honnêtement, j'ai trouvé que l'auteur la mettait très très bien en place, donc à vous de voir si ça vous plaira ou pas. Comme vous vous en doutez, j'ai très hâte de lire le prochain livre de Franck Tillier. Je sais que ce sera que pour l'année prochaine, en général c'est un par an, toujours à peu près au mois de mai, juin. Et vraiment, je vous encourage à découvrir Rêver, juste pour découvrir l'aspect thriller psychologique qui est vraiment très bien fait et je trouve qu'il rend vraiment justice à ce genre-là, donc foncez. Sous les conseils d'un ami, je me suis ensuite penchée sur l'un des piliers de la littérature de science-fiction, soit Fondation d'Isaac Asimov. Quand je dis que c'est l'un des piliers et l'un des classiques de la science-fiction, c'est-à-dire qu'il a quand même été publié en 1951, donc ça fait quand même un petit paquet de temps qu'il est là, et qu'à la lecture de ce récit-là, je me suis vraiment rendu compte à quel point il faisait partie de ces romans qui avaient inspiré la science-fiction au sens large, pas seulement dans la littérature, mais aussi dans les films et même carrément dans les technologies qu'on utilise actuellement. C'est là où c'est assez impressionnant de se confronter à ce genre de classique. C'est un livre qui est assez court, il fait un petit peu moins de 250 pages, mais il fait partie d'une saga, donc la saga Fondation, qui compte 5 livres. Après, Isaac Asimov a été assez prolifique, il a fait beaucoup de bouquins, dont le cycle de robots qu'on m'a conseillé de lire après la saga Fondation. Dans ce récit-là, on se retrouve plongé au cœur du 13e millénaire, donc c'est dans un sacré paquet de temps, où un empire est mis en place, donc vous avez tout un tas de planètes, et un empire qui règne un petit peu là-dessus, en tout cas qui étant une forme de loi. Et on va rencontrer au début du récit un psychohistorien, c'est-à-dire une nouvelle discipline qui permet de prédire l'avenir. Ce psychohistorien, c'est quelqu'un de très éminent, quelqu'un de très connu et de reconnu en fait pour sa science, qui va prédire la fin de l'Empire et une période d'ombre, de chaos très grande avant la naissance d'un prochain empire. Et lui, ce qu'il propose, c'est de réduire cette période de chaos à seulement 1000 ans. Alors 1000 ans c'est énorme, mais par rapport à la période qu'il prédit, et ben c'est pas grand chose. Pour ça, il va proposer de mettre en place en fait une société de savants qui va s'appeler la Fondation et qui va rassembler en fait tous les savoirs de cet empire pour que quand celui-ci s'effondrera, les connaissances ne puissent pas être perdues et qu'une future société puisse se construire sur des bases solides, en tout cas en connaissant l'histoire du précédent empire et en ayant toutes ces connaissances. Voilà pour le résumé. Maintenant, je vous recommande de ne pas vous fier totalement à ce résumé-là parce que Fondation, du coup, ça va beaucoup plus loin que ça. Et tout le roman ne tournera pas forcément autour du résumé que je viens de vous faire parce que l'histoire va plus loin vraiment. Alors l'une des choses qui m'a le plus marqué à la lecture de ce récit-là, c'est que l'aspect science-fiction, je l'ai trouvé absolument pas grotesque. Là où je tiens à le signaler, c'est qu'en fait, quand on a tendance à regarder de vieux films de science-fiction, on est parfois un petit peu choqué par les effets spéciaux parce qu'évidemment, les technologies ont évolué depuis et qu'on sait faire des films de science-fiction ou fantastique ou tout ce que vous voulez avec des effets spéciaux de malade et on a l'impression que c'est la réalité. Mais c'est pas seulement ça, c'est qu'aussi les technologies qui sont présentées en fait dans ce roman-là sont absolument pas incohérentes et sont absolument pas farfelues et elles vous paraissent pas bizarres parce qu'en fait c'est des technologies qui existent actuellement pour certaines et c'est pas les fameuses voitures volantes qu'on a vues dans beaucoup de récits ou beaucoup de vieux films de science-fiction. Non, tout l'univers qui est mis en place là-dedans, il vous paraît très solide, très cohérent, pas du tout bizarre, et vous vous dites qu'en fait c'est tout à fait possible que certaines des technologies arrivent plus tard après nous, dans quelques siècles, on sait pas, parce que c'est des choses que l'homme essaye actuellement de faire. Et ça c'est juste fou parce que en 1950, des écrans tactiles, je suis pas sûre qu'on était vraiment bloqué là-dessus et qu'on espérait qu'un jour ça se réalise. Ça s'est réalisé, mais voilà, vous avez ces navettes spatiales, ces écrans tactiles, ces technologies qui existent maintenant, et vous vous dites que le gars il a quand même écrit ça en 1951 et qu'il était quand même assez visionnaire pour imaginer tout un tas de choses qui existent maintenant, et que c'est là qu'on voit que ce bouquin a vraiment posé les bases de la science-fiction, en tout cas que cet auteur a vraiment participé à développer tout cet univers-là et toute cette cohérence qui existe maintenant. Ce qui est assez marquant aussi, c'est que les thèmes qui sont abordés dans ce récit-là sont hyper modernes et hyper actuels en fait. Les enjeux et les comportements sociaux qui sont mis en place là-dedans, et bah c'est exactement ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et ça fait très bizarre quand on sait que la lecture qu'on est en train de faire
elle date d'il y a 60 ans. C'est vraiment déroutant parce que toutes les problématiques que l'auteur aborde dans une fiction sont quand même celles que nous on connaît actuellement et elles sont très vastes ces problématiques. Ça va aller de l'environnement, de la politique, d'une certaine forme d'égoïsme humain, de tout ce qui est diffusion du savoir, tout un tas de problématiques qui sont assez frappantes et même vous avez tout, vous avez même la religion, vous avez tout un tas de problématiques qu'en fait existent aujourd'hui, qui nous posent parfois problème, qui sont des vrais enjeux pour l'avenir et qui sont présentes ici et honnêtement ça m'a à chaque fois assez soufflé de me dire que presque malheureusement on n'a pas tant évolué que ça finalement entre 1951 et maintenant parce que les problématiques qui devaient sans doute se poser à l'époque où l'auteur a écrit ce livre là tout en les transposant dans un univers futuriste et ça devait probablement être les mêmes que nous et on n'a pas changé et ça c'est un petit peu triste d'ailleurs. L'un des points qui peut un petit peu déranger le lecteur c'est que en fait j'ai remarqué comme un peu pas mal de bouquins qui datent un petit peu, les auteurs n'avaient pas forcément tendance à aider le lecteur, les aider à se préparer dans l'univers dans lequel ils allaient être plongés. Ils faisaient pas forcément un tas de contextualisation et c'est vrai que c'est un petit peu perturbant au début parce qu'il faut choper toutes les informations, s'y faire très vite, les intégrer pour pouvoir continuer à se balader dans l'histoire et à la comprendre et à l'apprécier. Donc ça c'est un petit peu perturbant parce qu'on a l'habitude d'être vraiment très accompagné maintenant. C'est pas ce que fait cet auteur, donc au début c'est un petit peu bizarre et en fait on s'y fait. Mais voilà, si vous avez l'habitude d'être vraiment accompagné, ça peut vous déranger vraiment. Là où je vous disais que le résumé allait plus loin que celui que je vous ai fait, en tout cas du début de l'histoire, c'est que tout au long du récit, vous allez suivre vraiment beaucoup de personnages et vraiment beaucoup d'histoires qui font que vous abordez toutes ces problématiques diverses et variées. Il y a énormément d'ellipses en fait dans ce livre-là. Vous allez sauter de 20 ans en 20 ans en 20 ans. La plupart du temps, vous sautez des dizaines d'années entre plusieurs parties du livre. Et ça, c'est encore un petit peu perturbant parfois parce qu'effectivement, comme vous n'avez pas toujours cette remise en contexte, vous avez intérêt à avoir bien suivi le début de l'histoire et intérêt à être assez capable de vous adapter en fait à la suite et ça peut être un petit peu perturbant. Donc c'est pas le genre de bouquin que je recommande à des personnes qui auraient tendance à mettre énormément de temps entre plusieurs chapitres. Si jamais vous avez tendance à passer des semaines sans lire et reprendre votre livre, je suis pas sûre que ce soit le type de livre avec lequel il faille faire ça. Sinon, vous allez vraiment pas l'apprécier, vous allez être perdu. Je vais sans doute continuer avec la série Fondation parce que de toute façon j'ai acheté le cycle de robots et que j'ai très hâte de voir ce que ça donne puisque c'était des romans qui ont inspiré les 3 lois de la robotique qui sont actuellement utilisées. Donc c'est ça qui est juste assez taré avec cet auteur je trouve. Malgré tout c'est pas le roman de science-fiction le plus abordable pour les débutants et je pense qu'il faut faire attention un petit peu à ses attentes en matière de lecture quand on s'intéresse à celui-ci. J'ai ensuite lu Asking for It de Louise O'Neill. Alors ce roman je vous l'ai présenté dans un focus parce que je ne pouvais pas ne pas en faire un. Il aborde un thème qui me touche énormément, qui est très important et j'aimerais si jamais un jour par hasard des maisons d'édition passent sur cette chaîne, traduisent ce livre, vraiment. Traduisez-le en français, il est capital ce livre, il est très important. Donc je vous en supplie, traduisez-le. Du coup je vais pas m'étendre des tonnes dans cette vidéo sur ce livre parce que j'ai fait une vidéo qui lui est entièrement consacrée, que je vous invite très fort à voir. Donc je pense que j'insérerai dans cette petite vidéo une capture pour que vous puissiez aller voir cette fameuse vidéo et la présentation de ce livre si ça vous intéresse. Donc je vais quand même vous faire un petit résumé de ce livre là quand même parce que c'est plus simple pour savoir si on a envie de voir ma vidéo consacrée à ce sujet là, sans spoiler d'ailleurs, ou pas. A l'inverse des 2 précédents que je viens de vous présenter, il ne s'agit pas d'un roman adulte mais d'un roman jeune adulte qui est malgré tout hyper important et que des adultes devraient lire aussi d'ailleurs, dans lequel on nous présente une jeune fille qui s'appelle Emma et je crois qu'elle est en dernière année de lycée, quelque chose comme ça. C'est un personnage qui est pas forcément agréable, elle est assez antipathique, voire même détestable. C'est une personnalité qui est assez narcissique, un peu même beaucoup égoïste, elle a tendance à faire du mal un petit peu partout autour d'elle, elle ment à pas mal de monde, elle fait un peu de mal à ses amis en sachant qu'elle est plus belle, plus appréciée par les garçons et en jouant énormément. Et un soir, comme assez souvent dans sa vie, elle va participer à une soirée chez des amis, chez des étudiants comme elle. Elle va se comporter comme elle a l'habitude de le faire, c'est-à-dire qu'elle va consommer de l'alcool, flirter avec des garçons, et malheureusement il va lui arriver ce que toute femme redoute, c'est un viol. Le problème c'est que quand elle va se réveiller, quand elle va réaliser ce qui lui est arrivé et ce qu'on a fait de cet acte autour d'elle, et ben elle va pas être accompagnée, elle va pas être soutenue et les personnes qu'on va soutenir ce sera pas elle mais les personnes qui l'ont agressée et c'est toute la problématique de ce récit là. Toutes les interactions qui auront lieu entre les personnages, tous les rebondissements de l'histoire sont vraiment basés sur ce problème là
qui est malheureusement un problème d'actualité. Du coup j'en ai parlé vraiment plus en détail dans cette fameuse vidéo dont je vous ai parlé, donc je vous recommande d'aller la voir si vraiment une présentation plus détaillée de ce livre vous intéresse. Je vous dirai ce qui m'a plu, ce qui m'a éventuellement déplu, mais honnêtement il n'y a pas grand chose qui m'a déplu dans ce livre. Je vous recommande très fort de vous y intéresser, moi je l'ai adoré. Pas parce qu'il est drôle, hein, mais parce qu'il est très important et que les thèmes qui sont abordés sont très justes. Et enfin, dernier livre lu ce mois-ci et pas le moins important puisque je l'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est La Voix des Oracles d'Estelle Faye, le premier tome qui s'appelle Tia. La Voix des Oracles, c'est une trilogie jeune adulte, c'est une trilogie fantastique, un peu historique aussi, c'est-à-dire qu'elle mêle des éléments d'histoire qui sont tout à fait corrects, tout à fait réels, et des éléments fantastiques puisqu'ils utilisent beaucoup de mythologie romaine, gauloise, en fait tout un tas d'éléments mythologiques que vous connaissez un petit peu, tout un tas de créatures légendaires que vous avez forcément rencontrées à un moment ou à un autre au fil de vos lectures, et c'est très bien géré. J'ai aussi lu cette lecture dans le cadre d'un book club qu'avait organisé Hélène de la chaîne Petit Elfe, et que j'avais aussi très envie de lire puisque j'avais entendu pas mal d'avis positifs de la part de Maëlys de la chaîne Elfria dévoreuse de livres, et que j'avais aussi vu sur la chaîne de Flobookin. Autant vous dire qu'il est très facile de se prendre au jeu avec cette lecture et que quand vous l'aurez commencé, il y a très peu de chances que vous ne l'appréciez pas et que vous n'ayez pas envie de continuer avec la trilogie. Pour faire une rapide présentation de ce roman-là, donc c'est un roman fantastique pour ce côté légendaire, mythologique, tous ces éléments fantastiques qui sont imbriqués dans l'histoire, et historique puisqu'on se base sur l'histoire de la Gaule au 5e siècle. On va y suivre le parcours de plusieurs personnages, dont Tia qui sera notre personnage principal, qui est une oracle, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de voir l'avenir, d'interpréter certains présages qui lui permettront de savoir ce qui peut se passer ou comment l'avenir peut se dérouler. Le problème c'est que Tia elle évolue dans la Gaule du 5e siècle et que à ce moment-là la chrétienté a largement fait son apparition et que toutes les personnes qui cherchent à répandre cette religion s'en prennent aux personnes dotées de pouvoirs mystiques, magiques et sont traitées comme des sorciers ou des sorcières, et qu'en général ce qu'on leur faisait à l'époque c'était plutôt pas chouette puisque la plupart du temps après avoir confessé leurs crimes elles sont brûlées sur la place publique. Voilà, donc c'est un avenir plutôt très nul, et Tia du coup elle est un petit peu en danger. Au début du livre son père va être agressé, va manquer de se faire assassiner et il va l'encourager à partir pour sauver ses fesses, et elle va aussi essayer de partir pour sauver les fesses de son père parce qu'elle se doute bien que si on a essayé de l'assassiner c'est pour une raison. On va donc suivre tout son périple, rencontrer tout un tas de personnages également, et je pense que vous n'avez pas besoin d'en savoir plus pour vous plonger dans l'histoire si déjà le résumé vous intéresse. La toute première chose qui m'a marqué à la lecture de ce récit-là, c'est le style de l'auteur qui est extrêmement soigné. Alors évidemment, il y a beaucoup plus riche dans la littérature en général, mais j'ai trouvé que pour un roman jeune adulte, le style était vraiment soutenu et en même temps pas du tout effrayant, parce que c'est pas quelque chose où vous vous dites merde je comprends un mot sur 4, non pas du tout. Mais c'était très bien écrit dans le sens où les mots choisis sont très beaux, pas compliqués non plus, mais donnent en fait à toute la lecture cette aura qu'a déjà l'histoire en général, mais qui est renforcée par ce style là et qui rend vraiment justice à l'histoire, et c'était vraiment très agréable à la lecture. En plus de ce fameux style qui est très agréable, vous avez ce fameux univers qui est très bien construit, qui est très soigné également. Comme je vous le disais, vous avez cet aspect historique mélangé à ce côté fantastique, et toutes ces petites touches fantastiques en fait elles sont très bien données par l'auteur parce qu'elle vous balance pas toutes les informations d'un coup, mais elle va vous en donner beaucoup, l'air de rien, au fur et à mesure du récit. Et c'est tellement bien imbriqué dans l'histoire que vous intégrez très vite cet univers, tous ces reliefs, toutes ces facettes, et c'est absolument pas complexe ensuite d'évoluer dans l'histoire. C'est quelque chose que je trouvais génial parce que tous ces aspects mythologiques, toutes ces légendes romaines ou gauloises, moi je les connaissais pas du tout. Je connaissais certains êtres légendaires, certains êtres fantastiques parce que à l'adolescence c'est quelque chose que je trouvais très chouette, mais il y en a tout un tas que je connais pas, et j'en ai découvert plein avec ce bouquin là, et j'ai trouvé ça génial parce que tout en étant absolument néophyte en fait de tout ça, j'ai eu aucun souci à apprécier ma lecture et à comprendre tous les enjeux liés à certains personnages finalement. On est finalement jamais perdu dans l'histoire, et ça c'est vraiment très cool. Vous avez vraiment cette aura immersive et vraiment magique tout au long de la lecture, et c'est quelque chose de vraiment génial. Ce que j'ai trouvé aussi hyper agréable, c'est la multiplicité de points de vue qu'on a tout au long du récit, puisqu'on va suivre beaucoup de personnages. Vous n'avez pas seulement Tia, vous savez, elle va rencontrer tout un tas de personnes, et ces personnes, qu'elle les rencontre ou pas d'ailleurs, vous allez avoir leur point de vue tout au long du récit, et chaque chapitre sera pas forcément concentré sur elle, mais sur pas mal de personnes, leur point de vue de l'histoire, des enjeux,
des problématiques qui sont personnelles à ce livre-là. Et ça va rendre la lecture hyper dynamique et très entraînante pour le lecteur, et ça va vous donner cette impression de trame imbriquée en fait tout au long du récit, parce que chaque personnage a ses désirs, a ses objectifs, pas forcément les mêmes, la plupart même peuvent être tout à fait contradictoires, et donc vous avez tous ces objectifs là qui se croisent et toutes ces petites trames imbriquées, toutes ces futures trames qui vont arriver, qui sont bien présentes là-dedans et qui engagent vraiment le lecteur dans sa lecture. Pour moi c'est quelque chose qui m'entraîne toujours dans une lecture. Après il faut aimer avoir tout un tas de pistes en fait qu'on vous lance, apprécier les trouver et ne pas forcément avoir de réponse immédiate, parce que c'est clairement pas ce que vous aurez dans ce récit là. C'est quelque chose que j'apprécie, mais c'est vrai que si vous aimez avoir des réponses rapides, vous les aurez pas tout de suite là-dedans. Du coup, ce qui pourrait déranger certains, c'est effectivement de ne pas avoir certaines réponses, parce que même si c'est une trilogie, on sent bien qu'on est dans un tome d'installation et qu'on n'aura pas une fin de livre très installée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une histoire qu'on découvre au début du livre et dont on a une vraie réponse à la fin. On nous présente le contexte, on nous présente l'univers, on nous présente les personnages et leurs objectifs. Ces fameuses trames imbriquées et multiples qu'on a dans le récit, on nous les présente toutes là-dedans. J'imagine qu'il y en aura même d'autres ensuite d'ailleurs. Et ça promet plus de rebondissements et de futurs événements que de vraies réponses à la fin. Vous n'avez pas de fin concrète, bien établie, vous n'avez pas forcément les réponses que vous attendiez au tout début du livre. Donc ça peut déranger certains, personnellement ça m'a pas du tout dérangé, tant l'univers immersif m'a plu. Comme dans certains romans jeunes adultes, et malgré la plume magnifique d'Estelle Faye, j'avoue que certains des rebondissements de l'histoire m'ont pas paru extrêmement surprenants. Je m'y attendais pour certains, pas pour tous honnêtement, hein, mais certains événements m'ont pas forcément retourné le cerveau, je les avais un petit peu vus venir, mais ça m'a pas plus dérangé que ça. J'avoue que la lecture me plaisait tellement, l'univers me plaisait tellement que ça m'a pas dérangé. Maintenant ça peut déranger de se dire mince, ce schéma là je l'ai déjà un petit peu vu quelque part, donc je tiens à vous mettre en garde là-dessus. Pareil pour les interactions entre certains personnages, elles m'ont pas paru complètement fofolles, complètement surprenantes. C'est pareil, un schéma qu'on a l'habitude de voir. Malgré tout, comme je vous l'ai dit, ça m'a pas plus dérangé que ça, tant l'univers et la plume étaient hyper agréables et m'ont vraiment embarqué dans le récit. C'est honnêtement une lecture que je vous recommande très très fort grâce à ce côté magique qu'a su faire transparaître l'auteur, pour cette ambiance qui est vraiment unique, pour ce style d'écriture qui est vraiment très soigné. Je lirai sans aucun doute les prochains livres. D'ailleurs je crois que Hélène de la chaîne Petit Elfe va organiser des book clubs pour les tomes 2 et 3. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous recommande de vous tenir informé sur sa chaîne. En tout cas j'espère que j'aurai su vous convaincre de découvrir ces livres, mais si jamais j'ai pas réussi, allez voir la chaîne de Elfria, parce qu'elle c'est sûr elle pourra vous convaincre. C'est une tentatrice absolue d'Estelle Faye, je pense que c'est sa meilleure représentante. Et voilà pour les lectures que j'ai fait au mois de juin. Comme vous l'avez vu, j'en ai pas lu énormément, j'ai lu que 4 livres, pas forcément des romans gigantesques d'ailleurs. Et voilà, c'était pas un gros mois de lecture, malgré tout j'ai fait de très bonnes lectures. Comme vous le voyez, il y en a 3 que j'ai adoré et que je vous recommande très fort. J'espère que vous aurez trouvé mes lectures intéressantes. En tout cas n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. Je vais essayer de me rattraper parce que j'ai un retard monstre dans les réponses et je vous présente mes excuses à ce sujet parce que j'adore papoter, mais en ce moment j'arrive pas à rattraper mon retard. En tout cas je vous remercie d'être toujours là sur cette chaîne, parce que l'air de rien on est pas mal maintenant, et je vous remercie beaucoup pour vos échanges et beaucoup pour vos encouragements et pour votre présence. Et voilà, et j'espère que je continuerai à faire des contenus qui vous intéresseront. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des suggestions si jamais il y a des types de vidéos que vous voulez retrouver. Je vous remercie d'être là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et en attendant, je vous fais de très gros bisous. Salut!